Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le chapitre 2, 1945-1958, la France en reconstruction s'ouvre à l'international. Voici le document que vous êtes amené à remplir si vous le souhaitez et vous constatez qu'on va commencer chaque chapitre par l'étude d'une entreprise qui s'est créée pendant la période que l'on va étudier. Donc là, je vous propose de regarder un petit peu l'entreprise BIC avec quelques éléments sur leur évolution et leur historique. Donc en 1944, avant la fin de la guerre, Marcel BIC et Édouard Buffard créent l'entreprise. Euh, voilà. En 1950, donc on est sorti de la guerre, il y a la naissance de ce fameux Bic Cristal, stylo bille que tout le monde connaît. Et puis dès 1951, donc vous voyez peu de temps finalement après la création de l'entreprise, Bic commence à vendre en Belgique. 1952, une campagne publicitaire, et puis après la participation au Tour de France. Vous avez également en 1953 la création de la société BIC pour finalement distribuer les stylos. Après la Belgique, l'Italie. Et vous voyez là que les premiers pays vers lesquels l'entreprise s'est tournée, ce sont ceux qui sont nos voisins. Mais en 1956, là, l'entreprise va plus loin puisqu'elle part au Brésil. Ensuite, on a le lancement du BIC M10 avec la rétractable. 1957, là, on se développe dans le Royaume-Uni et dans la zone sterling. 1958, la conquête du marché nord-américain. Donc finalement, en 14 ans d'existence, BIC se vend déjà en Italie, en Belgique, mais aussi en Amérique et dans les pays de la zone livre sterling et au Brésil. Donc une expansion internationale assez rapide pour cette entreprise. Assez rapide puisque c'était pas tout à fait l'optique de cette période. Là, la recherche, c'était surtout reconstruire le pays. Donc voilà, on commence notre étude historique par vraiment un pays qui est en grande difficulté économique puisque beaucoup de choses ont disparu. Donc c'est ce qu'on va étudier dans notre première partie, le contexte économique de l'époque. Et puis après, on regardera comment l'environnement international a permis un petit peu d'augmenter les échanges, mais aussi de reconstruire le pays. Dans une troisième partie, on regardera le début de la construction européenne. Et, je suis perdue, et dans une dernière partie, on regardera le bilan de fin de période. Est-ce que ça s'est amélioré pour l'économie française et pour les Français en particulier? À chaque fois, ce sera un peu ce même plan que nous suivrons. On aura un élément de politique nationale, un élément de politique internationale, puis européenne. Et enfin, on regardera ce qui se passe. Est-ce que la situation s'est améliorée? Quel est le bilan de la période? Alors, première partie donc, notre contexte économique avec une nécessaire reconstruction du pays. Alors, oui, vous le savez, l'état de l'économie française à la fin de la guerre était très très difficile et il y avait beaucoup de problèmes, une économie exsangue à plusieurs titres. Première catégorie de problèmes, c'est sur la production. La production est en berne, d'abord parce qu'il n'y a plus de matières premières et plus de combustible. Donc on n'est plus en mesure, on n'a plus les outils et plus les matières premières pour les transformer, fabriquer des produits. Les routes et les infrastructures aussi ont été détruites. Les rails, les routes ont été détruites pendant la guerre et du coup, au final, on a peu de moyens d'acheminer les marchandises qu'on aurait pu fabriquer. Ensuite, on a une désorganisation de l'appareil productif puisque il y a des usines qui ont été bombardées et puis il y a des usines aussi qui ont été reconverties pendant la guerre et qui doivent réapprendre leur métier d'origine. Un manque de main-d'œuvre, donc la main-d'œuvre, donc il y avait eu beaucoup de morts déjà, et puis pour reconstruire, il fallait des bras, il fallait de la force, et il n'y en avait pas assez à ce moment-là. La production industrielle, au final, elle représente que 30% de ce qu'elle était avant la guerre, alors que la population, heureusement, n'a pas baissé de 30%, et finalement, il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits.
L'investissement des entreprises est très faible et au final, on a une situation donc compliquée pour la production, une très grande difficulté pour notre appareil productif. Ensuite, on a les marchés eux-mêmes qui fonctionnent mal. Donc, pour s'échanger des biens et des services, c'est compliqué aussi parce qu'il y a eu un développement important du marché noir. Il y avait des tickets de rationnement encore à la fin de la guerre pour éviter la surconsommation de certains. Et au final, la demande n'était pas complètement satisfaite. Mais elle était importante, donc avec une forte demande et une offre qui peine à fabriquer, eh bien on avait une inflation très importante, hein, une inflation record de 48 à 58%, de 45 à 48. Donc ça veut dire que les prix, s'ils étaient de 100 € une année, l'année suivante, ils étaient de 148 €. Donc c'est quand même quelque chose de très très important qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Notre commerce extérieur est quasi nul, hein, évidemment. Avec la guerre, on n'a pas forcément pensé à développer le commerce international. Et puis, on n'a pas de quoi fabriquer pour nos propres citoyens. Alors, penser à exporter, c'est pas pour tout de suite. Ensuite, toujours sur ces marchés, on manque de devises étrangères, on manque de navires, de ports, donc ça rejoint vraiment ce qu'on disait sur les infrastructures. Tout a été détruit et finalement, c'est un frein aux échanges internationaux. Les Français vivent des situations difficiles, hein, même si la guerre est finie. Il y a beaucoup de mal logés. Et le PIB par habitant est très faible, il est à 30% du PIB par habitant américain, donc on est dans une situation où tout est à refaire. Un niveau de vie qui s'est dégradé. Mais bon, il y a des petits éléments encourageants, hein, pénurie de main-d'œuvre, ça signifie aussi plein emploi. Donc il n'y avait pas de problème pour trouver du travail à l'époque. Et comme tout est à refaire, on repart de zéro, tout effort qu'on fait va vite se voir et on a une croissance économique qui repart finalement logiquement, hein, de 4,8% en moyenne sur la période. Voilà, donc une situation compliquée, malgré des petits points positifs, la situation reste compliquée. On arrive à notre grand B sur les politiques menées pour la reconstruction du pays. Donc, ce sont là, dans cette partie-là, les politiques internes, les politiques françaises. Il y a deux formes de gouvernement qui se sont succédées pendant la période. Avant 1946, on avait un gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle. Et puis, entre 1946 et 1958, on a la quatrième République. Quatrième République, qui est donc signée en 1946, qui n'a pas vraiment fonctionné parce qu'elle créait une instabilité politique. Et donc, il y a eu une grande alternance entre les gouvernements de droite ou de gauche à ce moment-là. Et en tout cas, tous les gouvernants de l'époque ont eu à cœur de reconstruire ou d'essayer de reconstruire le pays. Alors, quelles sont les politiques internes menées sur la période? Eh bien, on a eu une intervention sous forme de plan. Et là, la logique pour l'État, c'était d'intervenir largement pour financer la reconstruction du pays. Donc, il fallait tout reconstruire, notamment ses infrastructures, puisque si on a une usine et qu'elle n'a pas de route pour acheminer ses produits, elle ne pourra pas vendre et donc elle ne pourra pas survivre. Et reconstruire les infrastructures, stimuler la production locale et puis aussi corriger les inégalités sociales. Donc, il y a eu plusieurs plans, comme vous le voyez sur le document. Donc, la première chose avant de faire des plans, c'était en 1946, créer le commissariat au plan. Et le premier responsable, c'était Jean Monnet. Et donc, au départ, ce commissariat au plan a été créé pour organiser la bonne utilisation des fonds du plan Marshall que l'on va étudier après. Et progressivement, c'est devenu un plan d'organisation globale, un instrument d'organisation globale pour l'économie. Premier plan, vous le voyez, 1947-1952, donc Jean Monnet. Et les objectifs, c'était de favoriser les 8 secteurs prioritaires comme le charbon, l'électricité, l'acier, le ciment, les transports, le machinisme agricole, les carburants, les engrais azotés. Donc on voit la production agricole, les matières premières et l'énergie qui font partie des objectifs principaux de ce plan.
Alors, en 1952, on considère que ces objectifs ils sont atteints de 87% pour l'acier, 115% pour les carburants, mais on a une production industrielle qui est encore inférieure à celle de 1929. En 1950, les progrès sont encore à faire, mais 1952, vous voyez que les objectifs sont atteints. Il y a eu un deuxième plan entre 1954 et 1957. Donc là, le commissaire au plan, c'était Étienne Hirsch. Les objectifs, vous les voyez avec moi. Donc toujours la croissance de la production agricole et industrielle, satisfaire les besoins humains, donc nourrir les populations et satisfaire leurs besoins en produits manufacturés, donc au rythme de 4,4%. Et ensuite, deuxième objectif, l'action en faveur de la productivité, de la recherche, de la conversion de la main-d'œuvre. Donc là aussi, un plan qui a bien fonctionné, les objectifs sont dépassés. Par contre, comme on injecte beaucoup d'argent public dans l'économie, eh bien, il y a un déséquilibre des finances publiques et un déficit qui commence à arriver. On le comprendra encore mieux après, mais on a eu également un déficit des échanges extérieurs qui commence à se mettre en place. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, vous avez compris, hein, je l'ai répété plusieurs fois, les infrastructures étaient moribondes et très vite, les dirigeants se rendent compte que s'il n'y a pas d'infrastructure, s'il n'y a pas de réseau, eh bien, on aura du mal à redévelopper le pays. Et en 1945, il y avait très très peu d'entreprises publiques. Le gouvernement, là, s'est dit que peut-être pour encourager et pour diriger la production, eh bien, il fallait faire une série de nationalisations. Les nationalisations, c'est quand on transfère la propriété d'une société du secteur privé au secteur public. Il y a eu des nationalisations un petit peu sanctions pour les entreprises qui avaient été accusées de collaborer, d'avoir collaboré pendant la guerre. Et puis il y a eu des nationalisations économiquement importantes pour toutes ces grandes entreprises de réseau qui devaient installer des réseaux comme les rails, comme les routes, comme les ports, comme les aéroports aussi. Donc l'idée c'était d'avoir ces grandes entreprises sous le giron de l'État pour que l'État puisse organiser vraiment leur fonctionnement et faire en sorte que chaque citoyen puisse avoir accès aux services publics. Parce que si vous laissez à une entreprise privée au départ développer le réseau de téléphone, l'entreprise elle n'ira pas dans le fin fond de la campagne planter tous les poteaux qui sont nécessaires pour aller jusqu'à une maison qui n'a pas de voisins avant 2 km à la ronde. Donc voilà, il y avait cette idée de faire en sorte que les services indispensables au développement du pays soient accessibles à tous. On a ça, et puis il y a certaines banques aussi qui sont nationalisées. EDF, GDF aussi, une entreprise de réseau, puisqu'il fallait aussi planter les poteaux d'électricité. Je vous montre cette petite vidéo d'EDF justement pour illustrer ce que je suis en train de vous raconter. Notre histoire commence là, à ce moment clé de la grande histoire. La France est libre, mais tout est à reconstruire. Notre mission est inscrite dans nos gènes. Nous sommes des bâtisseurs d'avenir, un service public élevé au rang de priorité nationale. Nous reconstruisons le réseau, répondons aux nouveaux besoins qui sont immenses. Les grands barrages sortent de terre. Ils deviennent des monuments de France, inscrits dans le paysage national. Avec l'électricité, chaque famille, dans chaque coin du territoire, entre dans le monde moderne. Les 30 Glorieuses sont en marche. C'est une course. Tout le monde veut grandir et se tourne vers nous. Production industrielle, PME, collectivités, services, particuliers. Pendant 3 décennies, nous allons faire battre le cœur du pays à un rythme accéléré. « 1973, le choc pétrolier. Pour EDF, 1973, ça fait partie de ce qu'on verra un peu plus tard. Donc, voilà.
On en reparlera plus tard. Voilà, donc vous avez bien compris, l'intervention de l'État était importante pour reconstruire le pays. Notamment, cette intervention se déroulait notamment au travers des entreprises publiques. Ensuite, en 1954, donc juste avant la fin de notre première période, on a la création de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, qui est donc un impôt, hein, une taxe payée sur les achats faits par le consommateur final. Donc c'est le consommateur final, comme vous et moi, qui paye la TVA. Donc au départ, ça devait être provisoire, mais on sait bien que c'est du provisoire qui dure. Vous n'êtes pas sans savoir que cette période est aussi une période d'avancée importante sur le front des politiques sociales, avec la création de la sécurité sociale en 1945 pour couvrir les 4 grands risques sociaux qui existent, à savoir la maladie, la vieillesse, l'invalidité, la maternité, et puis on a les allocations familiales aussi, donc la famille qui se rajoute. Il se rajoute aussi la notion de chômage. Donc aujourd'hui, les risques sociaux couverts par l'assurance maladie, enfin, ou la sécurité sociale plutôt, c'est la maladie, la vieillesse, le chômage et la famille. 1945 aussi, droit de vote des femmes, peut-être peu d'importance pour le commerce international, mais une grande importance sociale quand même. 1945, la création aussi des comités d'entreprise pour les entreprises de plus d'un certain nombre de salariés, et donc là, on cherche la protection plus importante et la représentation des salariés. En 1947 également, la création du SMIG, S-M-I-G, qui s'appelait à l'époque le salaire minimum interprofessionnel garanti. Aujourd'hui, c'est le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Mais à l'époque, ça s'appelait le SMIG. Et en 1949, donc quand même 4 ans après la guerre, hein, on supprime ce fameux rationnement, ces tickets de rationnement qui limitaient la consommation des personnes. Voilà pour les politiques internes qui ont été menées sur la période. On arrive maintenant aux politiques de commerce international. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1945, la priorité n'était pas donnée au commerce international puisque d'abord il fallait satisfaire les besoins humains français avant de tenter d'exporter nos produits. Donc on a une France qui est assez fermée par rapport à l'extérieur, et notamment parce que le change du franc contre les devises est limité. Donc on ne peut pas aller librement changer son franc contre d'autres monnaies, contre des monnaies étrangères. Il fallait aussi avoir des licences pour pouvoir acquérir des devises. Donc les importateurs devaient avoir des licences pour acquérir des devises de la Banque de France. Et finalement, notre franc était peu convertible à l'étranger. Vous aviez des opérations non commerciales comme les prêts bancaires ou les investissements à l'étranger qui étaient interdits ou limités à cette époque-là. Donc peu d'encouragement aussi de l'implantation à l'étranger. Ça change assez rapidement puisqu'en 1950, le franc redevient transférable à l'étranger, mais pendant 5 ans en tout cas, ce n'était pas du tout la priorité de mettre ça en place. Et finalement, on peut comprendre qu'à cette époque-là, il y a eu un protectionnisme à la façon de l'East, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Donc là, c'est un protectionnisme qui vise à protéger les industries naissantes du pays. Donc la France, elle veut un peu garder son propre modèle de développement, éviter l'affluence de concurrence qui s'attaquerait un petit peu aux entreprises nationales. Et en fait, l'idée, c'est de permettre aux entreprises nationales de se redévelopper doucement pour être prospères rapidement. Donc ces entreprises, elles cherchent la compétitivité interne, mais elles sont assez peu tournées vers l'exportation. Cependant, on va voir après que la France participe à des grands projets qui vont l'amener à se tourner progressivement vers l'international. En 1958, donc sur la fin de notre période, on voit quand même un frémissement de l'ouverture du pays. Il y a une baisse des quotas. Les quotas, on a vu que c'était des quantités maximales qu'on pouvait importer, et il y avait des quotas qui existaient jusque-là, et ils ont été baissés de 90% en 58.
Les droits de douane, pareil, avec cette CE naissante, ils vont baisser. Et le contrôle d'échange que je vous évoquais à l'instant est maintenu en 58, mais il est quand même plus souple qu'au début de la période. Voilà pour notre première partie. Et on arrive à notre deuxième partie sur l'environnement international. Alors l'environnement international est fortement influencé par la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, et finalement on peut commencer à regarder quels sont les plans de soutien qui ont été menés sur la période. Avant de commencer sur Bretton Woods, il faut se remettre dans la situation. Évidemment, on sort d'une guerre mondiale qui a détruit des vies, qui a détruit des systèmes, et il faut relancer l'économie, recommencer à satisfaire les besoins humains. Alors, l'objectif des plans de soutien qu'on va étudier dans cette sous-partie, c'est d'abord d'éviter les conflits, évidemment, éviter les conflits futurs, et puis d'éviter aussi les grosses difficultés économiques qui avaient notamment mené à cette Deuxième Guerre mondiale. Et puis, les pays qui vont se mettre en place, ces plans de soutien, c'est les États-Unis, on le sait bien, on va le revoir, eh bien, cherchent aussi à étendre leur influence dans le monde, leur importance dans le monde. Donc, ces plans de soutien, ils sont essentiellement mis en place par les États-Unis. Alors, premier plan de soutien, les accords de Bretton Woods dès 1944. Et les accords de Bretton Woods concernent essentiellement les taux de change. Donc, je vous invite à regarder la petite vidéo que je vous ai diffusée pour bien comprendre la notion. Ces accords de Bretton Woods, eh bien, ce sont des accords économiques qui ont dessiné les grandes lignes du système financier international. Et ce système financier a été mis en place le 22 juillet 1944 entre 44 nations. Les objectifs des accords de Bretton Woods, il y en avait deux. D'abord, mettre en place une organisation monétaire mondiale et aussi favoriser la reconstruction et le développement économique des pays fortement touchés par la guerre, hein, qui avaient été détruits par la guerre. Donc deux objectifs, organisation monétaire et reconstruction et développement. Alors, ce nouveau système monétaire va changer un peu la donne. Au départ, le système monétaire reposait sur le fait que les monnaies étaient convertibles en or. Et c'est la contrepartie en or qui garantissait leur valeur. Avec Bretton Woods, eh bien, on change un peu tout ça, puisque les devises sont organisées sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est le fait qu'il n'y a plus que le dollar qui est convertible en or. Et toutes les autres monnaies sont convertibles en dollars. Donc il y a le dollar qui se pose en intermédiaire entre les devises comme le franc et l'or, et le franc peut être convertible en dollars et le dollar va être convertible en or. Il n'y a que le dollar qui va être convertible en or. On va chercher à stabiliser comme ça les variations des taux de change des monnaies. Quand une monnaie varie trop par rapport à l'autre, ça va pénaliser le commerce international et ça rend les coûts pour les entreprises ou les consommateurs qui achètent à l'international ou qui vendent à l'international, eh bien ça va rendre un coût trop instable. Alors, les règles sur lesquelles Bretton Woods s'accorde, c'est que le taux de change entre les monnaies qu'on va dire satellites et le dollar, il est fixé à 1% près. Donc, ça peut évoluer un petit peu, mais pas beaucoup. Et le dollar, il est convertible en or sur la base de une once d'or, c'est entre 24 et 30 grammes d'or, ça représente 35 dollars. Donc on fixe finalement les montants, les taux de change entre les monnaies et le dollar et le taux de conversion entre le dollar et l'or. Donc tout ça, c'est pour éviter les dévaluations compétitives. Les dévaluations compétitives, je vous les explique dans une petite vidéo à côté. Et globalement, c'est le fait pour des autorités monétaires d'un pays de faire baisser le taux de change pour améliorer leur balance commerciale.
En l'occurrence, là, il y a eu plusieurs dévaluations compétitives malgré les accords de Bretton Woods en 1944, 1945, 1948, 1949 et 1957. Il y a eu des dévaluations, des moments où le gouvernement a décidé de baisser la valeur du franc, puisqu'on était encore en franc à l'époque, baisser la valeur du franc par rapport au dollar. Évidemment, ça a des effets négatifs, ces dévaluations, mais elles reflètent aussi la réalité d'un pays qui, parfois, a besoin de ces mises en place, de ces politiques pour essayer de relancer un petit peu son économie. Mais même s'il y a eu des dévaluations, et la France n'est pas le seul pays à avoir dévalué sa monnaie par rapport au dollar sur la période, ces accords de Bretton Woods permettent quand même d'avoir un climat commercial plus serein, où les modifications des taux de change sont quand même assez limitées. Et en marge de ces accords de Bretton Woods, il y a deux organismes qui voient le jour et qui sont toujours en activité aujourd'hui. On a la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD, B-I-R-D. Donc aujourd'hui, elle est connue sous le nom de la Banque mondiale. Elle a été créée, comme son nom l'indique, pour la reconstruction et le développement, mais essentiellement pour lutter contre la pauvreté. Et sa mission, c'est de trouver des sources de financement pour les pays en développement, pour lutter contre la pauvreté et accroître la prospérité de chacun des pays. Deuxième organisme qui a vu le jour lors des accords de Bretton Woods, eh bien, c'est le Fonds monétaire international, le FMI, et qui existe toujours sous ce nom aujourd'hui. Son objectif à lui, c'est de promouvoir la coopération monétaire internationale pour essayer de garantir une certaine stabilité financière et puis aussi pour faciliter les échanges internationaux. Donc, il va surveiller les politiques nationales et donner des avis pour éviter les dérapages. Voilà pour le cadre Bretton Woods qui va encadrer forcément le commerce international puisque le taux de change a un effet direct sur les exportations et sur les importations. Deuxième plan de soutien, vous le voyez, le plan Marshall en 1947 pour la période 48-57. Ce plan Marshall, qui était officiellement appelé le programme de rétablissement européen, c'était un programme pour accorder des prêts aux pays, aux différents États de l'Europe, pour aider à la reconstruction des villes et des installations qui avaient été bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été discuté lors de la conférence de Paris et signé par 16 pays le 20 septembre 1947. Donc des prêts. Les États-Unis accordent des prêts à certains pays d'Europe, aux pays signataires. Mais ce n'étaient pas des prêts gratuits, évidemment, et il y avait la condition d'importer un montant équivalent d'équipements et de produits américains. Donc, en 4 ans, les États-Unis ont versé à l'Europe 16,5 milliards de dollars, l'équivalent de 173 milliards de dollars de 2018, puisque évidemment les valeurs des monnaies sont différentes aujourd'hui qu'hier, et donc ça représentait beaucoup d'argent. Et avec ce plan, la France, elle est contrainte d'acheter des produits américains et du coup d'ouvrir son économie à plus d'échanges internationaux puisqu'elle était obligée en signant ces accords, ce plan Marshall, d'importer des produits américains. Bon, ça a été assez positif, hein, ce plan Marshall, puisque les objectifs fixés ont été dépassés. Et dès 1952, en fait, on a dépassé les objectifs de production, notamment de près de 40%. Alors, le plan Marshall, c'est plutôt une réussite. Et ça a contribué quand même à asseoir l'importance et l'influence des États-Unis dans le contexte international. Ensuite, dans cet environnement international, on a un autre événement qui est la création du GATT. Donc c'est là qu'on arrive dans notre grand B. Le GATT, ça signifie General Agreement on Tariffs and Trade, donc c'est un accord multilatéral de libre-échange. Donc le GATT, c'est un accord qui vise à discuter sur le commerce, trade, et les tarifs, c'est-à-dire les droits de douane. Ce GATT, il a été mis en place le 30 octobre 1947 et au départ, il y avait 23 pays.
Il est rentré en vigueur en 1948. L'objectif du GATT, c'était d'harmoniser les politiques douanières des parties signataires. Alors, les politiques douanières, on l'a vu dans notre chapitre 1, d'entrée de jeu, les pays ne sont pas complètement ouverts aux produits étrangers et ont tendance à mettre des taxes, des droits de douane et d'autres barrières non douanières pour freiner un petit peu l'entrée de produits étrangers sur leur marché. Et le GATT avait cet objectif finalement de négocier pour baisser petit à petit ces barrières. Alors vous voyez dans le document, on a les premiers cycles de négociation. Le GATT, en fait, rassemblait les chefs d'État pour les faire négocier. On mettait en place et puis après on voyait si on continuait, il y avait lieu de se retrouver à nouveau pour renégocier. Premier cycle du GATT, 1947, il a duré 7 mois, il y avait donc 23 pays signataires. L'objectif c'était essentiellement les droits de douane et on signe l'accord et on s'accorde sur 45 000 réductions de droits de douane sur 10 milliards de dollars d'échanges. Donc directement on annonce la couleur, on veut baisser les impôts aux importations. Deuxième cycle, avril 1949, qui a duré 5 mois, un cycle assez court, avec 33 pays. Donc là, il y a 10 pays qui sont venus rejoindre l'équipe de départ. Toujours des discussions sur le droit de douane, avec 5 000 réductions de droits de douane. Donc ça veut dire que sur 5 000 produits, 5 000 types de négociations, eh bien, on a baissé les droits de douane. Ensuite, le cycle de Torquay qui a duré 8 mois, 38 pays, toujours sur les droits de douane et on a eu 8 700 réductions de droits de douane et le niveau il s'est finalement réduit de 25% par rapport au niveau de 1948. Donc on a déjà une avancée significative. Et deuxième cycle de Genève qui a duré 5 mois, avec 26 pays, donc là il y a eu moins de signataires et là on portait toujours sur le droit de douane et on a encore réduit les impôts sur les importations sur 2,5 milliards de dollars d'échanges. Donc des avancées importantes et une volonté des pays finalement d'améliorer les conditions de leur commerce ensemble. Donc, dans ce GATT, le plan d'action, c'est d'abord, vous le voyez, baisser les droits de douane, baisser les quotas. Donc, ça, c'est, on négocie ensemble sur quels produits on peut les baisser et vous, qu'est-ce que vous faites et envers tel pays, qu'est-ce que vous faites, envers tel pays, qu'est-ce que vous faites. Et là où ça va avoir son importance aussi, de se mettre tous ensemble autour de la table pour négocier, c'est que le deuxième principe, c'était l'absence de discrimination entre les partenaires commerciaux. Premier principe, baisser les barrières. Deuxième principe, pas de discrimination entre les partenaires commerciaux. Donc là, on parle de la clause de la nation la plus favorisée. Ça signifie que quand je suis un pays, j'accorde une faveur sur les droits de douane pour le vin à tel autre pays, au Portugal. Donc, je suis la France, j'accorde une baisse des droits de douane pour les produits qui viennent du Portugal. Eh bien, finalement, le taux d'imposition que j'impose au Portugal, comme c'est un taux préférentiel, je suis obligée de l'appliquer à tous mes autres partenaires commerciaux. Il n'y a pas de toi, je te fais un petit prix, toi, je te fais un grand prix, etc. C'est ça la clause de la nation la plus favorisée. On va appliquer à tous les meilleures conditions appliquées par un pays. Donc, une absence de discrimination entre les partenaires commerciaux. Ensuite, troisième principe, une meilleure utilisation des facteurs de production, puisque on a quelque part une recherche de libre-échange à la Smith ou Ricardo. On va essayer de se spécialiser dans la production dans laquelle on est le plus efficace. Et c'est censé faire baisser le prix pour les consommateurs. Si un pays a moins de coûts de production pour un produit, eh bien, il a intérêt à se spécialiser dans ce produit et puis vendre non seulement à ses citoyens, mais aussi aux pays étrangers qui paieront moins cher que s'ils produisaient chez eux, puisque pour eux, c'est plus cher de fabriquer. Les coûts de production sont plus importants. Donc, on espère comme ça qu'il y a plus de rationalité dans l'utilisation des capacités et des forces de chaque pays.
Ensuite, quatrième principe, on essaye d'arriver à des zones de libre-échange, c'est-à-dire où il y aura une libre circulation sans barrière des marchandises, entre autres. Et puis, autre principe, dernier principe, c'est l'interdiction du dumping. Le dumping, c'est la vente à perte. C'est quand vous décidez de vendre un produit à un prix inférieur au prix que vous avez payé pour ce produit. Imaginez, vous avez fabriqué un produit, un téléphone portable, ça vous a coûté 150 € pour fabriquer le téléphone portable, et puis vous avez envie de vous faire connaître, d'attirer à vous la clientèle, vous allez le vendre à 125 €. Comme ça, la clientèle, elle va affluer, évidemment, ça ne va pas lui sembler très cher. Inversement, il faut que vous gagniez de l'argent. Donc, ce dumping va forcément pénaliser les consommateurs sur autre chose. Vous allez faire payer les communications plus chères ou vous allez faire payer les réparations plus chères. Donc, ce dumping, c'est complètement artificiel. C'est pour ça que c'est interdit. Ça va pénaliser finalement l'économie. Si ça se passe à l'échelle internationale, si un pays vend artificiellement ses produits peu chers parce qu'il essaye d'attirer à lui la clientèle, ça va pénaliser les autres économies et on n'est pas sur un système de confiance. Dans un premier temps, donc, vous l'avez un peu repéré, là, 45 000 réductions de droits de douane, 8 700. En fait, on va avoir des négociations produit par produit. Donc ça, c'était le début. Alors, je reviens un peu sur cette notion de clause de la nation la plus favorisée. En fait, c'est le premier article du GATT, signé en 1947, qui énonce tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit seront immédiatement et sans condition étendus à tout produit similaire, donc avec les autres partenaires commerciaux. Donc si vous accordez des droits particuliers sur un stylo, vous devez les accorder pour les stylos de tel pays, d'autres pays, de tous les pays signataires des accords. Donc forcément, c'est long comme négociation. Quand on négocie 45 000 réductions de droits de douane, évidemment, c'est des négociations qui sont très longues. Troisième sous-partie, sur la décolonisation. Et quand on étudie notre commerce international, on ne peut pas ignorer que la France a ce passé colonial et que ça a influencé son commerce international, puisque dans un premier temps, et notamment à partir de 1945, elle n'était pas forcément, elle avait des comptoirs dans plusieurs pays, ce qui lui permettait de se procurer des biens qu'elle n'avait pas sur le territoire hexagonal. Alors, on sait que la France a colonisé beaucoup de pays. Il y avait ces colonies vraiment, des colonies plutôt éphémères qu'on n'a pas gardées longtemps, notamment celles qui ont été cédées par Louis XIV. Et il y avait aussi des comptoirs français comme Pondichéry par exemple. Et puis il y avait les vraies colonies qu'on a là dans les pays en bleu foncé. La colonisation, elle a été en deux temps. Et en tout cas, la France a essayé d'avoir une mainmise sur l'outre-mer et ça a eu des effets sur le commerce international. Alors, premier effet, la création du franc CFA, créé par la France à la suite de la ratification des accords de Bretton Woods. Et donc, ce franc CFA, c'était le franc des colonies françaises d'Afrique. Et puis après, c'est devenu en 1958 le franc de la communauté française d'Afrique et en 1960 le franc de la communauté financière africaine. L'objectif du franc CFA, c'était de garantir une parité fixe avec le franc français. Donc le franc français, c'était l'ancien franc et la parité de départ, c'était 1 franc français. Ça correspondait à 1,7 franc CFA. Ça permettait de stabiliser l'échange et d'organiser le commerce des pays entre eux. Alors aujourd'hui, le franc CFA, il est très critiqué. Il a peut-être un avenir qui est limité puisqu'il existe encore, mais les pays qui l'utilisent cherchent à s'émanciper de l'influence post-coloniale et certains pays commencent à revenir sur une idée d'une autre monnaie qui les rassemblerait comme l'éco. Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme événement pour les colonies à cette période? On a eu entre le 30 janvier et le 8 février
hop, événement, pardon. 30 janvier, 8 février 1944, la conférence de Brazzaville, qui avait été présidée par le général de Gaulle, et il évoquait la perspective lointaine encore, mais une perspective quand même de décolonisation. Donc là, c'était quand même 1944, l'idée principale, c'était pas encore la décolonisation, mais c'était plutôt renforcer le bloc français qui avait été tellement meurtri après la guerre. Donc réaffirmer une espèce de cohésion pardon, de l'État français face aux deux autres puissances mondiales, les États-Unis et l'URSS, qui rentraient en guerre froide à ce moment-là. Mais il y a quand même eu des décolonisations sur la période. En 1943, le Liban a été décolonisé. 1946, la Syrie. 1954, il y a eu la fin de la décolonisation de l'Indochine après la bataille de Dien Bien Phu et les accords de Genève le 7 mai. Donc il y a eu d'autres, enfin voilà, il y a eu, on sait qu'il y a eu des guerres en Indochine et rapidement finalement la France s'est dégagée de cette zone-là. Il y a eu la guerre d'Algérie qui a commencé aussi en 1954, donc un événement marquant pour les deux pays. Mais on était encore en guerre à la fin de la période qu'on est en train d'étudier. 1956, la Tunisie et le Maroc ont obtenu leur indépendance. Et puis, il y a eu une loi de fer qui a accordé une large autonomie au territoire africain. En 1958, c'est la Guinée qui a été décolonisée. Donc, même si la conférence de Brazzaville avait l'air d'être assez lointaine, finalement, la graine avait germé dans les esprits. Et puis, en 1954, on a Indochine et le début de la volonté de l'Algérie d'acquérir son indépendance. La Tunisie et le Maroc qui deviennent complètement indépendants, fin des protectorats en 1956. Et puis, progressivement, on arrive à cette idée que il va falloir passer à autre chose et changer ce pays colonial. Alors, les conséquences sur le commerce international, forcément, les guerres d'Indochine et d'Algérie ont pénalisé l'économie parce qu'elles ont absorbé plus d'un quart des dépenses budgétaires. Une guerre, ça coûte cher. Et on a envoyé des soldats sur place et ça a diminué la main-d'œuvre disponible dans une période où on avait quand même besoin de main-d'œuvre pour faire développer l'économie. Et la France, à ce moment-là, ne produisait pas assez d'équipements d'armement et devait les importer de l'étranger. Donc, un commerce international en berne avec des importations de produits pour faire la guerre. Et comme autre conséquence, comme la France, finalement, le territoire encore sur cette période-là était assez étendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il y avait la possibilité d'obtenir des matières premières qui n'étaient pas disponibles sur l'Hexagone. Et la France pouvait s'autosuffire grâce à ses colonies et essayer de satisfaire ses besoins grâce à ses colonies. C'est pour ça qu'entre 45 et 58, la France pouvait rester assez fermée face aux autres économies étrangères. Donc il y avait un certain protectionnisme parce que la France hexagonale favorisait, privilégiait les échanges avec ses colonies. Donc on peut même dire qu'elle avait besoin de ces colonies pour satisfaire les besoins des personnes dans l'Hexagone et besoin des matières premières qui étaient cultivées ou extraites dans ces pays colonisés. En 1957, il y a un ménage sur 28 en métropole qui vivait grâce à l'existence des colonies et grâce au commerce pour les colonies. Donc, finalement, on a une influence non négligeable et un effet positif non négligeable des pays colonisés pour la France métropolitaine. Quand on regarde les chiffres, on voit que, comme je vous l'ai évoqué, les principaux partenaires commerciaux de la France hexagonale, c'était les pays colonisés. Regardons dans ce graphique, on a la part des colonies dans les importations de la France en pourcentage, part des colonies.
Donc, ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette période-là, entourée en rouge. Donc, sur les matières premières agricoles, la France, sur 100 euros d'importation, 100 francs d'importation, il y avait 63 francs qui venaient des colonies. 71 francs en 1958. Donc, cette part, elle avait augmenté. Pas dans tous les produits, hein. On voit que le vin, si la France importait du vin, ça venait à 80% des colonies et 83% en 58. On a d'autres montants très importants, encore aujourd'hui d'ailleurs. Le cacao, hein, 98% venait des colonies. Et on a les phosphates, donc on voit qu'il n'y a pas que des produits agricoles et des produits alimentaires, mais il y avait aussi des produits minéraux. Voilà, on voit que finalement notre France, en tout cas pour satisfaire ses besoins alimentaires, eh bien, elle dépendait beaucoup des importations issues des pays colonisés. Si on regarde vers qui la France ou à qui la France vendait ses produits, on retrouve une influence peut-être moins importante, mais très très marquée. Pour le vin, par exemple, avant, la France vendait plus aux autres pays qu'à ses colonies. Mais pour l'huile d'arachide, les sucres raffinés ou pour les tissus de coton, quand la France vendait ses produits, eh bien c'est essentiellement ses colonies qui les achetaient. Donc vous voyez, avec des chiffres très significatifs, l'influence des colonies sur le commerce international et finalement si la France s'ouvrait à l'international, c'était grâce à ces colonies. Regardez aussi hein, le ciment, les produits chimiques que l'on vendait, ils étaient essentiellement, enfin non, le ciment et le savon qu'on vendait, ils étaient essentiellement achetés par nos colonies aussi. Donc une influence non négligeable de nos colonies pour notre commerce international et pour l'ouverture du pays à l'international. On a fini avec cette deuxième partie sur le contexte international qui avait une influence sur notre commerce. Nous arrivons maintenant à notre troisième partie sur la construction européenne. Alors évidemment, il pourrait y avoir des cours entiers sur la construction européenne et sur l'origine, les objectifs. Là, on en fait un petit résumé parce que notre objectif, c'est toujours de voir dans quelle mesure cette construction européenne a fait évoluer le commerce extérieur de la France. Alors évidemment, après les horreurs de la guerre, les pays ont voulu en tirer les événements et ils commencent rapidement à mettre en place des mesures pour unir les pays économiquement pour qu'il n'y ait plus d'intérêt à se faire la guerre. En 1949, il y a la création du Conseil de l'Europe dont la France est membre et il regroupe les chefs d'État des pays membres pour parvenir à différents accords. En 1950, il y a la signature à Rome de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre du Conseil de l'Europe. Donc le Conseil de l'Europe signe cette Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui est une avancée dans la coopération et dans le fait que les pays arrivent à s'entendre sur des éléments communs. Ensuite, il y a une déclaration de Schuman au Quai d'Orsay à Paris qui appelait à la mise en commun des productions de charbon et d'acier de la France et de l'Allemagne au sein d'une coopération ouverte entre ces deux pays, mais aussi ouverte aux autres pays. Et donc le but, là, c'est non seulement d'assurer l'approvisionnement en charbon et en acier, mais aussi d'essayer de construire une paix durable autour d'une dépendance économique entre les deux pays et une forme de solidarité entre les deux pays. En 1951, il y a la signature du traité de Paris qui institue cette fameuse communauté économique du charbon et de l'acier, la CECA. Et c'est là que cette mise en commun des ressources en charbon et en acier se met en place. Voilà. Ensuite, en 1955, on a la conférence de Messine du 1er au 3 juin 1955 et c'est une réunion interministérielle entre les 6 États de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et vous voyez que les conclusions amènent à plus de coopération puisque les gouvernements croient le moment venu de franchir une nouvelle étape dans la voie de la construction européenne. Ils sont d'avis que celle-ci doit être réalisée d'abord dans le domaine économique. Ils estiment qu'il faut poursuivre l'établissement d'une Europe unie par le développement d'institutions communes, la fusion progressive des économies nationales, la création d'un marché commun et l'harmonisation progressive de leur politique sociale.
Alors, c'est des termes qu'on reconnaît tout à fait dans la construction européenne, hein, des institutions communes. On sait très bien qu'aujourd'hui, on a la Commission européenne, par exemple, le Parlement européen, qui sont des institutions communes. Fusion progressive des économies nationales, c'est pas encore complètement fait. Création d'un marché commun, là, on est clairement dedans. L'harmonisation progressive des politiques sociales, c'est pas encore tout à fait d'actualité non plus. En tout cas, en 1955, on voit la volonté d'aller encore plus loin que le simple traité CECA, qui était déjà un exploit, puisque s'unir économiquement avec un pays avec lequel on a fait la guerre au moins 3 fois dans le siècle, eh bien, c'est quand même une avancée importante pour la paix et puis pour l'économie aussi. C'est en 1957 que le traité de Rome est signé, hein. Il institue la Communauté économique européenne, la CEE, et puis on a aussi à côté la Communauté européenne de l'énergie atomique, la CEEA. L'idée de la CEE, c'est de créer un grand marché commun au niveau européen avec la libre circulation des hommes et des marchandises dans tous les pays membres, et de mettre en place une union douanière, c'est-à-dire une suppression des droits de douane entre les pays. La CEE, elle vise également à réaliser des politiques communes à l'ensemble des États, notamment dans le domaine de l'agriculture, et l'objectif, c'est de pouvoir nourrir tous les habitants de la communauté. La CEEA, comme son nom l'indique, donc pour l'énergie atomique, elle a pour principal objectif le développement commun, mais à des fins pacifiques, de l'énergie atomique en Europe, et notamment pour ses vertus de matière première de l'électricité. Alors, ces fameuses institutions évoquées dans la conférence de Messine sont mises en place. En 1958, c'est là est instituée la Commission européenne, qui réunit des commissaires de chaque pays membre, un conseil des ministres qui réunit ponctuellement les ministres concernés par chaque règle qui va être adoptée. Si on envisage une règle sur l'agriculture, par exemple, on va rassembler les ministres de l'agriculture ou en charge de l'agriculture des différents pays membres. Et puis il y a aussi une assemblée parlementaire à l'époque qui prendra le nom de Parlement européen. Et aussi en 1958, la Cour de justice des communautés européennes. Donc voilà, on a quelque chose qui se construit et sérieusement avec non seulement des volontés, mais aussi des constructions solides pour faire tourner cette Europe durablement. Nous arrivons maintenant à notre quatrième partie où on va regarder le bilan de la fin de cette période. Globalement, le bilan est positif. Le bilan de la période est positif pour le développement du pays et pour le commerce international. Alors, si on regarde justement le commerce international sur la période, on assiste à une libéralisation ou à une ouverture progressive de la France face aux économies internationales, progressive mais encore faible, puisque notre taux d'importation, c'est-à-dire les importations divisées par le PIB, c'est de 10% du PIB. Donc une somme non négligeable, mais qui montre que la France, elle s'est ouverte avec parcimonie pour l'instant. En ce qui concerne les biens échangés, vous voyez, on a notre première sous-partie sur les biens échangés, et je vous propose de regarder ce tableau qui va comparer le passé des biens échangés. On voit donc le commerce extérieur par groupe de produits en pourcentage. Vous voyez que le total c'est 100 pour les exportations et 100 pour les importations. Ça veut dire que là on a des parts. Si on regarde la plus grosse part dans les importations, on voit les produits manufacturés. Donc ça signifie que la France, en 1958, importe, dans toutes ses importations, il y a 30% de produits manufacturés. C'est quand même pas négligeable, et donc ça montre que la France a importé des produits finalement soit finis, soit semi-finis, hein, des moteurs d'avion ou des moteurs de voiture, pour les incorporer dans les produits qu'elle allait fabriquer.
Donc, ces importations sont importantes. Mais on a aussi des importations importantes pour les produits agricoles et pour les matières premières. Évidemment, dans les matières premières, on n'a pas l'énergie, mais l'énergie, vous voyez que c'est un gros morceau aussi. Donc, l'énergie, on en a besoin d'essence, de pétrole pour faire tourner les voitures qui commencent vraiment à se diffuser, pour faire tourner les entreprises. Donc, on synthétise produits manufacturés, produits agricoles, énergie, matières premières, donc tout ce qu'il faut pour nourrir les hommes et pour alimenter nos industries. Ça, c'est pour les importations. Si on regarde maintenant en dessous, au niveau des exportations, quels sont les produits qui sont majoritairement exportés par la France? Eh bien, on voit que les produits manufacturés, encore une fois, représentent 70% des exportations françaises de 1958 avec des demi-produits, c'est-à-dire que la France est une sorte de sous-traitant pour d'autres entreprises. Les entreprises françaises font les sous-traitants. Elles fabriquent des produits comme les moteurs ou comme des pneus qui seront assemblés par d'autres entreprises étrangères notamment et qui fabriqueront ainsi le produit fini. 70% de nos exportations, c'est des produits manufacturés. Et puis, on exporte aussi des produits agricoles et alimentaires. Mais on voit qu'on est assez peu riche en énergie et matières premières puisque elles ne représentent qu'une faible part de nos exportations. Voilà pour un petit aperçu par groupe de produits. Si on regarde maintenant en termes de balance, voir les chiffres et puis étudier un petit peu les montants, les volumes, on retrouve que les articles manufacturés sont ceux qui sont le plus importés et le plus exportés. D'accord? Donc dans ce graphique-là, on a le commerce extérieur par groupe de produits en nouveaux francs. Alors, ça demande un petit détail. Là, les nouveaux francs, ça a été adopté en 1960 justement. On en parle dans le prochain chapitre. Mais globalement, un nouveau franc, ça correspondait à 100 anciens francs. Alors regardons maintenant, l'intérêt aussi de ce document, c'est qu'on a la balance, c'est-à-dire quels sont les produits pour lesquels les exportations sont supérieures aux importations, donc une balance positive, et quels sont les produits pour lesquels c'est l'inverse, donc on a une balance négative. Donc finalement, on a une balance positive dans les articles manufacturés. Donc même si nos usines sont moribondes, on arrive quand même à exporter un certain montant de marchandises et on arrive à s'autosuffire puisqu'on en importe moins. Donc une balance positive pour les articles manufacturés, une balance positive pour les machines et les matériels de transport, comme les voitures par exemple, une balance positive pour les produits chimiques et une balance positive pour les autres articles manufacturés. Donc on voit qu'au niveau articles manufacturés, on est dans le positif. Pourquoi sommes-nous dans le négatif et un des plus forts négatifs? On a les matières premières, les matières brutes. Et puis, on a évidemment où sont-ils en moins 3000, les combustibles et les minéraux. Donc là, la métropole n'est pas riche en termes de combustibles et de minéraux et elle a besoin d'importer beaucoup de ces produits. Au total, en 1960, donc on a dépassé un petit peu notre période de 58, mais au total, on a une balance qui est positive et la France s'enrichit de ses relations avec l'international. Alors, si on veut conclure sur ces tableaux, on peut retenir donc le fait que en 1960, la balance commerciale de la France est excédentaire avec ses 2885 millions de nouveaux francs. On peut retenir que le commerce extérieur reste peu important dans l'économie nationale. On peut retenir que les produits les plus importés sont les matières premières, les combustibles et les produits manufacturés. Et quatrième chose, on peut retenir que les produits les plus exportés, ce sont les articles manufacturés, les machines et le matériel de transport. Deuxième sous-partie dans cette dernière partie, les partenaires commerciaux de la France. Qui sont-ils? Et donc on peut les voir dans ce tableau qu'on reverra, mais en tout cas on se focalise là sur la fin de notre période 1958.
Si on regarde d'où viennent nos importations, on voit que elles viennent majoritairement des États de la CE, évidemment, ça semble logique. Un pays va échanger plus facilement avec ses voisins parce que les frontières sont plus proches, tout simplement. Et puis on voit quand même que les pays en développement représentent une part non négligeable des pays qui nous vendent leurs produits, et on retrouve la zone franc avec les pays colonisés. Où vont nos exportations? À qui vend-on nos produits? C'est ce qu'on voit dans la deuxième partie du tableau. On voit que majoritairement, c'est encore aux autres pays de la CE, donc à nos voisins avec qui on vend nos produits. Et également, on retrouve la zone franc qui nous achète beaucoup de produits. J'ai oublié de vous dire que la CE, c'est 6 pays au départ, donc France, Allemagne, Italie, et puis Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Donc 6 pays au départ pour la CE. Qu'en est-il des exportations et des importations et comment évoluent-elles? Donc on reste sur l'idée que la France est un pays qui s'ouvre encore peu à l'international, mais qui commence. Et dans ce graphique, on voit les évolutions des importations et des exportations sur la période. Alors, je vous ferai une vidéo pour comprendre cette histoire d'indices, puisque ce sont des indices base 100, et je vous ferai une vidéo pour que vous compreniez mieux. En tout cas, ce graphique nous permet de voir et de comparer les évolutions des exportations en bleu et des importations en rouge. Et on voit que sur la période, les exportations sont plus dynamiques que les importations et qu'elles ont plus augmenté que les importations. Ça va dans le sens de ce qu'on a observé tout à l'heure sur le fait que la balance commerciale était positive et on le voit, on a une économie qui se remet en marche efficacement et qui vend beaucoup à l'étranger, tout en achetant à l'étranger. On arrive à notre deuxième sous-partie pour la situation de fin de période, où on regarde la situation interne du pays. Et là, on va balayer un petit peu pour se demander, est-ce que ce commerce international qui commence à se mettre en place est efficace? Est-ce qu'il apporte quelque chose pour le pays ou pas trop? Alors déjà, on regarde la situation interne pour l'économie nationale et on va regarder la croissance. Donc vous vous rappelez, la croissance, c'est le taux de croissance du PIB, PIB qui mesure la richesse créée par une nation au cours d'une période donnée. Alors, ce qu'on peut déjà constater avant de regarder le document, c'est que la production industrielle, elle a doublé sur la période par rapport à l'avant-guerre. Donc, on retrouve ce dynamisme des exportations. On a vraiment un élan positif pour retrouver une production. Deuxième chose qu'on peut constater, il y a des nouveaux secteurs d'activité, comme l'électroménager, la pétrochimie, la construction électronique. Ce sont des nouveaux secteurs dans lesquels les entreprises françaises se lancent. On a des biens de production qui se sont renouvelés, forcément, ils étaient détruits, donc il a fallu en racheter, mais à la fin de la période, ces rachats sont effectués et donc on a un outil de production qui est opérationnel. Et dans les campagnes, eh bien, on a une modernisation des techniques et une concentration des exploitations, ça permet un meilleur rendement des terres. Voilà pour des premiers éléments qui nous montrent que c'est une période plutôt positive. Si on regarde l'évolution de la structure de l'économie française, on voit que on a un secteur primaire. Donc le secteur primaire, c'est l'agriculture, le secteur secondaire, c'est l'industrie, et le secteur tertiaire, ce sont les services. Ça peut être à la fois la restauration, la banque, l'assurance, mais aussi les commerces. Alors, quels sont les secteurs les plus importants? On voit qu'il y a en 1949, il y avait comme un équilibre entre les trois secteurs. Ils étaient autour de 30% chacun avec un petit déficit pour le secteur primaire. On voit que ça se creuse sur la période. On voit que alors là, on est sur la population active, mais ça nous permet de connaître le poids relatif des secteurs par rapport à d'autres. Et on voit que le poids relatif du secteur primaire, il commence à baisser, surtout au profit du secteur tertiaire, c'est-à-dire les services. Ça se confirme dans
la partie gauche, hein, où on voit la part de chaque branche dans le PIB, et on voit que l'agriculture a sa part qui baisse un peu à peu près sur la période qu'on a étudiée, et on voit que l'industrie, elle, a sa part qui augmente, et les commerces sont plutôt stables. N'empêche que on voit que derrière, il y a eu un secteur tertiaire qui s'est développé. Alors, c'est peut-être pas forcément dans ces éléments-là qu'on a sous les yeux, mais le secteur des services est dynamique. Si on regarde ce graphique-là qui va nous montrer un petit peu plus, on confirme ce qu'on vient de dire, hein. Si on regarde l'évolution des secteurs d'activité, on a l'agriculture qui a une tendance à réduire sa part dans l'économie. L'industrie, là, elle est quand même assez florissante. Et les services, on voit sur la période qu'on est sur une pente ascendante. Cette évolution, vous le savez, elle va continuer, hein, on le reconfirmera dans les autres chapitres que l'on va étudier ensemble, mais si on regarde un document plus récent avec la part de chaque secteur en 2016, on voit que le secteur tertiaire représente aujourd'hui 3/4 de l'activité de notre pays. Et le secteur secondaire n'a pas maintenu sa part lui non plus, il n'est plus qu'à 20%. Mais la plus grosse chute, c'est pour le secteur primaire, alors que on a besoin de l'agriculture pour satisfaire nos besoins en alimentation, des besoins vitaux. On en a besoin, mais derrière, cette production a moins de place dans l'ensemble de la production du pays. Comment a évolué le PIB sur la période? Là, on a un graphique qui couvre une longue période, mais si on regarde le début, on voit que ça se passe globalement bien, puisque entre les deux courbes, donc milliards d'euros constants, milliards d'euros courants, eh bien, on a une tendance à la hausse. Dans la vidéo où je vais vous expliquer les indices, les taux de croissance, je vous expliquerai aussi cette différence entre euro constant et euro courant. En tout cas, on voit qu'on est plutôt sur une pente positive, alors qu'on observera, quand on regardera le graphique sur les autres périodes, qu'il y a eu des petites périodes où ça n'avait pas été le cas. L'inflation maintenant, alors l'inflation pareil, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer le phénomène. En tout cas, on espère aujourd'hui maintenir une inflation proche de, mais inférieure à 2%. Ce qu'on réussit souvent à faire aujourd'hui. Regardons ce qu'il en était sur la période, regardez, eh bien on n'a pas du tout une stabilité de cette inflation et les prix ont varié beaucoup et cette variation n'a pas été régulière au cours de la période qu'on vient d'étudier. Vous voyez qu'entre 45, 46, 47, 48, on avait une inflation à 50%, donc quelque chose de vraiment très important. Et puis, elle a chuté en 48-49 et on a eu des taux entre 10 et 20%. Aujourd'hui, c'est impensable d'imaginer entre 10 et 20% d'inflation. Une déflation en 1953, donc une baisse des prix, qui peut être dangereuse aussi pour l'économie parce que chacun va attendre le lendemain pour faire ses achats puisque ça sera moins cher le lendemain. Donc ça, c'est pas bon non plus. 54, 55, 56 vers des taux plus raisonnables, mais on voit que 58, la tendance est à la hausse à nouveau pour le taux d'inflation. Donc on retient que cette inflation, elle est très variée sur la période. J'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure sur la croissance, mais vous l'avez compris, on peut rajouter donc dans votre petit A que le PIB par habitant, il est remonté, hein, on était parti de 30% du PIB américain et on arrive à 47% du PIB américain, donc on a bien remonté la pente, on va continuer, mais on a déjà remonté. Et puis, on amorce, avec cette période de croissance, on amorce la période qui va suivre, hein, la période des 30 glorieuses, où le PIB va avoir une croissance moyenne de 5%. Ça sera le fruit du progrès technique, de la demande, mais aussi du phénomène de rattrapage vers les États-Unis notamment. Voilà, donc voilà pour mon petit aparté sur la croissance. Sur l'inflation, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Et maintenant, on arrive à l'emploi. Alors, l'emploi, on s'en rappelle, au début de la période, ça allait pas trop mal, puisqu'on avait un manque de main-d'œuvre et au final, on avait beaucoup d'embauches.
On a un nombre de chômeurs à la fin de la période qui est de 200 000 personnes. Et finalement, au regard de la population active, ça ne représente que 1,5% de la population active de l'époque. Et ça, ça serait formidable d'avoir ça aujourd'hui. La population active, je vous redonne la définition si vous ne la connaissez pas, c'est la population en âge de travailler qui exerce un emploi ou qui déclare en rechercher un activement. Donc, sont considérés comme actifs les personnes qui travaillent et les personnes qui se déclarent au chômage. Les inactifs dans la population, ce sont notamment les enfants, les étudiants qui ne travaillent pas encore et les retraités ou alors les personnes qui décident de s'arrêter de travailler pour élever leur enfant par exemple. Donc si on regarde toute la population qui voulait travailler en France à ce moment-là et ou qui travaillait, eh bien, le taux de chômage, c'est 1,5% de la population active, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, on a du mal à faire baisser le taux de chômage en dessous de 7% dans une situation normale, donc avant le Covid. Et vous imaginez bien qu'avec le Covid, les chiffres s'affolent complètement. Sur cette période, et même à la fin, on manque toujours d'ouvriers, donc on a toujours besoin de la main-d'œuvre extérieure qui nous aide concrètement à reconstruire le pays. L'inflation, à la fin, on l'a dit, elle est mieux maîtrisée, mais elle reste instable puisqu'en 58, on a quand même 15% d'inflation, c'est énorme par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, une situation pour l'emploi qui est plutôt positive. Ensuite, pour les ménages, il me semble intéressant de regarder le taux d'équipement. Et le taux d'équipement, c'est la part des personnes qui possèdent un bien d'équipement, donc un bien durable. En ce qui concerne l'automobile, vous voyez sur cette partie-là du graphique, on voit qu'il y a 57%, donc la première catégorie, la couleur la plus foncée, c'est entre 57 et 52%. Donc vous voyez que les ménages qui habitent par là sont à 57% équipés d'une automobile, mais on a un taux qui chute à 36% dans les zones les plus claires. Ça montre que finalement tout le monde n'a pas forcément d'automobile. 57%, c'est pas l'énorme majorité, c'est la majorité, mais c'est pas une majorité écrasante. En ce qui concerne la télévision, donc la télévision, elle se diffuse un peu plus dans d'autres régions, hein, c'est curieux de voir ça. On voit qu'en Île-de-France ou en Normandie, dans le Nord ou dans la région PACA ou en Corse, la télévision est plus diffusée qu'en Bretagne par exemple. Donc on a des taux entre 59 et 30%. Donc pareil, hein, tout le monde n'a pas de télévision en 1966. Et là, je suis allée plus loin dans la période pour avoir quelques chiffres. Le réfrigérateur, on voit que ce n'est pas tous les ménages qui ont un réfrigérateur, puisqu'on arrive à un taux moyen de 74% dans certaines régions, donc les régions du Sud et Paris notamment, mais on voit qu'il y a des zones qui ne sont pas encore équipées, ou assez peu, ou peu de ménages sont équipés. Et enfin, pour la machine à laver, pareil, il y a des disparités entre les régions. Il y a certaines régions qui s'achètent prioritairement peut-être une machine à laver, alors que d'autres en ont moins ou n'en ont pas encore les moyens, tout simplement. Donc on a un taux d'équipement des ménages qui diffère et qui n'est pas encore extra sur plusieurs produits qui nous semblent assez importants aujourd'hui. Aujourd'hui, avoir un frigo, une machine à laver, c'est quand même quelque chose de très courant. Deux autres petites remarques. La première, c'est l'arrivée sur le marché des textiles synthétiques qui va révolutionner les habitudes pas alimentaires évidemment, vestimentaires. Et donc ces nouveaux textiles changent la mode par exemple. En 1955, une avancée sociale aussi, la 3e semaine de congés payés, négociée notamment dans les usines Renault. Donc une avancée sociale pour les ménages. Par contre, le temps de travail à l'époque tourne autour de 45 heures hebdomadaires. Donc 3e semaine de congés payés, ce ne sont pas nos 5 semaines d'aujourd'hui. Et on a toujours 45 heures, on a un temps de travail assez important. Le dernier petit document, c'est des petites illustrations pour vous mettre dans l'ambiance de l'époque, hein, donc avec les différents produits qu'on pouvait consommer, la publicité pour le réfrigérateur, avec Madame qui est très contente, hein, quelque chose qui a bien évolué depuis, et puis les voitures pratiques pour aller pique-niquer simplement.
Je vérifie, oui, je vous ai tout dit sur cette période, hein, vous retenez une période où ça commençait très mal et puis au final, on a réussi à reconstruire un peu, avec des plans extérieurs, avec des accords avec l'extérieur. L'économie se remet en place et pour, le commerce extérieur, tout semble encore, à mettre en place parce que, pour l'instant, il n'est pas encore, au top.